Bonjour à vous mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors les vacances sont terminées et voilà la rentrée, et oui. Mais vous inquiétez pas, on va commencer tranquille et on va commencer un nouveau chapitre de géographie sur l'Union Européenne. Oui. Ouais, toujours. Bref, nous l'avions quitté justement en histoire. Donc on avait vu quand même l'histoire de l'Union Européenne, qu'on avait vu que ça s'est pas fait du jour au lendemain, que paf, il y a eu une Union Européenne. Non, il y a eu d'abord, voilà, avec Aristide Briand, donc un petit plan. On a vu aussi Coudenhove-Kalergi qui était là, oui, on va rassembler les gens. Ensuite, bon, il y a eu les deux guerres mondiales, enfin non, pardon, la deuxième guerre mondiale. Ensuite, donc la CEE. On a vu donc le RATOM, on a vu la CECA, etc., etc. On a vu quand même quelque chose qui s'est formé, quelque chose qui, voilà, s'est solidifié pour créer un bloc européen, et qui a fini par devenir donc l'Union européenne. Je ferai un petit résumé un peu plus tard. Et donc, tout d'abord, nous allons commencer donc par la séquence 1, l'Union européenne et ses territoires. La séance 1, une construction géo-économique. Donc économique, la géo, enfin voilà, les deux qui sont ensemble. Oui, logique. Étape 1, l'Union européenne, un espace en extension. Alors, justement, la dernière fois, j'avais coupé justement avant de voir les dernières acquisitions, en quelque sorte. Du coup, pardon, j'ai découpé. Pour l'Union européenne, donc on avait vu que justement que ça s'accélérait, qu'elle grandissait. Et du coup, on va voir justement où ça en est aujourd'hui. Donc, quelles ont été les évolutions. Alors, thème 1, adhérer à l'Union européenne. Alors, quels sont les États reconnus comme candidats à l'Union européenne? Donc, en État reconnu comme candidat, attention, hein, des candidats, pas des pays qui sont dans l'Union européenne. Alors, d'ailleurs, cette carte, normalement, je vous l'ai déjà montré, justement, donc c'est l'Union européenne actuelle, donc actuellement en 2020. D'ailleurs, on peut remarquer que RIP, le Royaume-Uni, puisque le 1er février, justement, le Royaume-Uni nous a quittés. Et voilà, mais il y a quand même des États, justement, qui sont reconnus comme étant candidats. Alors, vous pouvez écrire la Turquie remplit les conditions économiques, mais quelques problèmes l'empêchent de devenir membre. Entre parenthèses, la question kurde et arménienne, virgule, crise des migrants, virgule, liberté d'expression, virgule, plus en Asie qu'en Europe. J'expliquerai après. Fermez la parenthèse, point. La Macédoine, virgule, le Monténégro, virgule, la Serbie, virgule, 3 États issus de l'ancienne Yougoslavie, virgule, veulent intégrer l'Union européenne. Point. Alors, mettez juste à la suite cette petite phrase. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne par le Brexit, virgule, le 1er février 2020. Point final. Alors, effectivement, je vous parle de la Turquie qui est candidate, mais voilà, c'est tendu. Alors, pourquoi est-ce que c'est tendu? Parce que justement, il y a plusieurs questions. Au niveau économique, il n'y a pas de souci.
La Turquie est dans un bon mood économique, tout se passe bien. Mais effectivement, la question kurde et arménienne pose problème. Alors les Kurdes sont un peuple qui est un peuple qui vit à l'est de la Turquie justement, et ça pose problème. Ça pose problème parce que justement les Kurdes veulent leur indépendance, mais les Turcs veulent pas. Voilà. Donc du coup, ça se fight et voilà. Et du coup, il y a une grosse tension autour de la question kurde, mais aussi autour de la question arménienne, puisque tout au long du XXe siècle, il y a eu 2 génocides arméniens. Un premier début du XXe et un deuxième un peu plus tard. Mais le problème, c'est que ces 2 génocides n'ont pas du tout été reconnus. C'est-à-dire que les Turcs disent « Ah non, non, mais ça n'a jamais existé. C'est une illusion. C'est non. » Alors, pour cela, en fait, il faut comprendre vraiment le contexte. Ce n'est pas à blâmer, puisqu'en fait, le problème, c'est que Erdogan a complètement changé les livres d'histoire. Et du coup, il n'y a pas mis justement ces génocides. Donc c'est vrai qu'en fait, quand vous dites à une personne, oui, génocide arménien, il va vous dire, mais non, ça n'a jamais existé. J'ai jamais appris ça. Enfin, dans ces livres d'histoire, il n'y avait jamais ça. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais, oui, au fait, t'es au courant du génocide des Autrichiens par les Français? Vous diriez, mais non, enfin, non, ça n'existe pas. Là, c'est pareil. Pour eux, ça n'existe pas parce que ce n'est pas dans leur livre d'histoire. Au fait, on n'a pas fait de génocide autrichien, rassurez-vous. Mais bref. Enfin, on nous cache des choses, peut-être. Bref. Et ensuite, oui, aussi plus en Asie qu'en Europe. Puisque, en fait, la seule petite partie qui est en Europe, c'est la partie qui est juste à côté de la Grèce. Et bon, voilà, c'est petit. Bon. Après... Voilà, on se dit quand même c'est la Turquie, enfin voilà, il y a un lien quand même avec l'Europe, puisque ce qu'il faut savoir c'est que l'Empire ottoman, donc l'ex-Turquie en quelque sorte, avait envahi carrément les Balkans, c'est-à-dire la Bulgarie, la Roumanie et tout ce territoire-là. C'est pour ça qu'aussi vous avez parfois des vestiges musulmans dans ce genre de territoire. Donc il y a un lien avec l'Europe tout de même. Alors, et aussi bien sûr donc la Macédoine, le Monténégro et la Serbie, donc 3 territoires de la Yougoslavie, bon, qui sont petits et qui voilà pédalent un petit peu, mais à mon avis il n'y aura pas de souci pour qu'ils se fassent intégrer sous peu. Enfin, sous peu, voilà, dans quelques années hein, quand même. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est très long justement pour se faire intégrer dans l'Union européenne parce que ça passe par beaucoup de procédures, beaucoup de procédures, de papiers, d'administration. Il faut tout changer, c'est très lourd et très long. C'est pour ça que ce n'est pas une décision non plus à légère. Hein. C'est pas un truc de gamin. Ah toi tu veux me rejoindre? Eh ben allez viens. Non non non, c'est quand même un peu plus conséquent. Parce que le problème, c'est qu'un pays qui entre dans l'Union européenne, toute l'Union européenne doit changer. C'est-à-dire, tout doit être revu au niveau de l'organisation, etc. Donc, c'est assez lourd. Et oui, donc, comme je vous le disais, donc, le Royaume-Uni qui est sorti de l'UE par le Brexit le 1er février 2020, donc qui nous ont quittés. Et là, en fait, ils sont déjà un peu en train de le regretter, surtout avec le corona en plus. Et surtout en plus avec Boris Johnson, mais bref, puisque justement l'Union européenne, le Royaume-Uni souffre de ce Brexit, notamment au niveau économique, et surtout qu'en plus l'Écosse pense quitter l'Angleterre, donc pense quitter le Royaume-Uni pour intégrer l'Union européenne, parce que voilà ils en ont un peu marre des Anglais et ils veulent se barrer. Donc, voilà pour ce qui est des candidats donc à l'Union européenne. Alors, ensuite, je vais vous présenter un autre document. Donc ce document, c'est le Conseil européen de Copenhague du 21 et 22 juin 1993. Alors, je vais vous le lire.
Relations avec les pays d'Europe centrale et orientale. Le Conseil européen est convenu aujourd'hui que les pays associés de l'Europe centrale et orientale, qui le désirent, pourront devenir membres de l'Union européenne. L'adhésion aura lieu dès que le pays membre associé sera en mesure de remplir les obligations qui en découlent, en remplissant les conditions économiques et politiques requises. L'adhésion requiert de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché de l'intérieur de l'Union. Oui, quand je vous dis que c'est important de mettre des points, c'est que ça devient long. L'adhésion présuppose la capacité du pays candidat à en assumer les obligations et notamment de souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. La capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de l'intégration européenne constitue également un élément important répondant à l'intérêt général aussi bien de l'Union que des pays candidats. Alors, oui, ce texte est de 1993, donc effectivement, il n'entre pas en compte encore certains pays, comme par exemple la Croatie ou voilà d'autres pays, la Roumanie, etc. Mais ce Conseil européen de Copenhague est encore valable aujourd'hui, justement. Alors, quelle est la condition pour adhérer à l'Union européenne ? Donc, je vous laisse réfléchir, hein, tout est dans le texte. Vous pouvez écrire en petit. Les conditions pour adhérer à l'Union européenne ont été fixées au sommet de Copenhague. Entre parenthèses 1993, fermez la parenthèse, point. Il faut être un État de droit, virgule, politiquement stable, virgule, respectueux des valeurs démocratiques, virgule, des droits de l'homme, point. Il ne doit pas être en conflit avec un autre État membre. Il ne doit pas être en conflit avec un autre État membre, virgule, afin de maintenir la solidarité et la paix à l'intérieur de l'UE, point. Une économie de marché stable et de bon niveau est demandée afin de pouvoir s'intégrer au projet commun. Alors, point final. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement? Donc, un état de droit, donc politiquement stable. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une dictature, il doit avoir quand même un gouvernement, enfin quelque chose de stable. Et comme je vous le dis, des valeurs démocratiques justement, donc ça ne doit pas être une dictature, voilà, une monarchie absolue, etc. Il ne doit pas être en conflit avec un autre État membre, bien sûr. Mettons que par exemple, voilà, la Roumanie aurait été en guerre, je sais pas moi, contre la Grèce. Là, on n'aurait pas pu intégrer la Roumanie. Et une économie de marché stable et de bon niveau est demandée pour pouvoir s'intégrer au projet commun. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie du pays doit être à peu près stable et bonne. Enfin, ça doit pas non plus, vous voyez, ça doit pas être non plus le petit pays complètement pauvre. Parce que l'Union européenne, effectivement, fait des projets communs. Donc forcément, enfin, si vous avez, mettons dans votre classe, voilà, il y a un projet commun, vous donnez tous 10 €, mais qu'il y en a un qui donne que 50 centimes parce qu'il n'a pas assez, voilà, enfin, oui, après on peut comprendre, voilà, que c'est malheureux pour lui, mais au bout d'un moment, enfin, si ça fait ça à chaque fois, oui, enfin, vous allez vous sentir un peu lésé. C'est pour ça qu'on demande que à peu près tout le monde soit au même niveau économique, à quelque chose près. C'est-à-dire que la Grèce, par rapport au Royaume-Uni, forcément, il y a un gouffre économique entre les deux. Mais la Grèce parvient, même si elle est un peu en crise, à quand même rester au niveau.
Pourrait-il y avoir une Union européenne à 36? Donc, je vous laisse réfléchir. Et vous pouvez écrire: l'entrée dans la zone euro et dans l'espace Schengen, S majuscule Chengen, peut se faire progressivement. On va voir ce que c'est l'espace Schengen. Virgule, à mesure du développement économique, virgule, sinon cela peut vite devenir problématique car il faut tout réorganiser de façon à ce que cela s'adapte à 36. Point. Après, il serait préférable de faire cela doucement pour que les gens puissent s'adapter culturellement. Point final. Alors, bon, il y a 56 pays en Europe. Juste pour dire, ça va pas être possible pour tout de suite. C'est-à-dire que c'est assez compliqué quand même. Car comme je vous le disais, c'est des démarches qui sont longues, voilà, le processus est très long. Ensuite, bien sûr, il faut que les pays veuillent. Comme on l'avait vu par exemple pour la Norvège, qui a dit non à l'Union européenne. Les Suisses, c'est pareil. Alors après, voilà, et en plus, 36, ça serait quand même assez... Ça serait beaucoup, puisque là on est à 28, 27, puisqu'on n'a plus le Royaume-Uni. 27, donc ça voudrait dire 9 pays en plus. Oui, c'est ça. 9 pays en plus. Donc voilà, 9 pays, c'est beaucoup. C'est toute une économie à revoir. C'est tout plein de projets à revoir en fonction des pays en question. C'est aussi une politique à remettre en question. Parce que voilà, on fait pas les mêmes choses à 28 qu'à 36. Et voilà, donc c'est vraiment lourd. C'est pour ça qu'on fait maintenant entrer les pays dans l'Union européenne petit à petit. Vous voyez, Roumanie, Bulgarie, Croatie. Ensuite, après, je ne sais pas les autres. Mais vous voyez, on les fait entrer petit à petit, comme ceci. Alors, c'est pour ça que 36 serait beaucoup. Après, juste pour vous dire aussi, pour l'Union européenne, donc il y a un projet, il y a plusieurs pays aussi qui voudraient entrer et qui ne sont pas dans l'Europe géographique. Par exemple, vous avez des pays du Maghreb, vous avez aussi la Russie. Ouais, vous allez me dire, oui, mais la Russie est en Europe. Oui, enfin, elle est quoi? Elle est peut-être 2000 km 2000 km et le reste, les 12 000 autres, dans les 10 000 autres kilomètres sont en Asie. Donc, voilà. Il y a une grosse partie est en Asie. Vous avez aussi les États-Unis qui avaient proposé. Voilà, histoire d'eux. Mais voilà, pour l'instant, on préfère se cantonner à l'Europe. C'est déjà pas mal. Mais après, c'est vrai que ça pourrait prendre de l'ampleur et pourquoi pas débouler dans le Moyen-Orient ou alors au Maghreb. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, c'est vrai que ça devrait changer de nom, mais bon, ce serait pas la première fois. Regardez la CEE, on est passé à l'Union Européenne. Ça pourrait très bien changer. Non, bon. Donc voilà pour ce qui est de cette adhésion à l'Union Européenne.